Au cours précédent, on avait vu euh, les nouvelles formes que pouvait prendre la censure de l'opinion dans son expression publique. J'avais parlé des menaces internes que faisait peser la démocratie, l'égalité sur la liberté d'expression. Ce sont tous les arguments développés par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. J'avais montré comment certains pays, et notamment la France, avaient institutionnalisé et légalisé une certaine forme de, non pas seulement de politiquement correct, mais d'historiquement correct, avec les lois Pleven 1 et, pardon, les lois Guesso et la loi Taubira. J'avais parlé de la question de la censure, ou en tout cas d'une certaine confiscation du débat intellectuel et de la judiciarisation du débat intellectuel à l'université. Alors, euh, je voudrais maintenant aborder deux questions qui sont en réalité une seule, qui n'en sont qu'une seule, des questions qui sont complémentaires, à savoir la question euh, du populisme et de l'élitisme. Ces deux questions revenant en fait à une seule, comme je le disais, à savoir parler au nom du peuple et à la place du peuple. Donc, premier constat, euh, la méfiance à l'égard de la parole populaire est une vieille méfiance, et c'est une méfiance qui n'est pas sans fondement. C'est une méfiance qui remonte, comme nous l'avons vu, au texte de Platon et à la critique que son maître Socrate devait faire des institutions démocratiques. Quel était l'argument fondamental de Platon? C'est que le peuple n'a pas d'unité politique, que le peuple n'est qu'une foule, et que ceux qui prétendent parler en son nom trompent la foule et trompent ceux qui sont censés exercer le pouvoir et qui vont les regarder avec bienveillance. Donc il y a une méfiance ancienne à l'égard de la parole populaire, et la question est de savoir si cette méfiance est entièrement légitime et surtout si elle justifie la censure à son égard. En fait, la méfiance à l'encontre du peuple est vieille comme Platon, nous l'avons vu, mais elle va s'exprimer à travers différentes formes historiques, différents régimes. Il y a le suffrage censitaire, tout d'abord, méfiance des élites économiques à l'égard des pauvres. Vous avez cette formule qui émerge au moment de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire euh, au moment de la restauration de la monarchie après le Premier Empire. Vous avez cette expression donc, classe laborieuse, classe dangereuse. Pour parler comme Marx, le prolétariat est dangereux politiquement. Vous avez évidemment des successeurs valeureux à cette expression. Vous avez les fameux sans-dents de François Hollande, vous avez ceux qui ne sont rien, c'était une expression d'Emmanuel Macron. Bref, vous avez tout un discours de la part de l'élite sociale, économique et politique, qui viennent de droite ou qui viennent de gauche, qui expriment un mépris
et parfois une inquiétude à l'égard de ce que le peuple a à dire. Mais le phénomène contemporain qui doit nous intéresser le plus, c'est le retour de ce qu'on appelle le populisme dans l'histoire. Alors aux États-Unis, on en a eu un exemple flagrant il y a 4 ans, et en particulier pas seulement Trump en fait, mais plutôt son conseiller, son premier conseiller qu'il a fini par évincer, qui s'appelle, zut, comment s'appelle-t-il? Ça va me revenir, excusez-moi. Euh, Pardon, ça va me revenir. J'ai des trous de mémoire en ce moment. Euh, et vous avez un certain nombre de gouvernements en Europe de l'Est, notamment en Hongrie, Viktor Orban, qu'on accuse assez généreusement de populisme. Alors, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup marqué, qui est récent, il date de 2015, enfin relativement récent. C'est juste avant les Gilets jaunes en fait. C'est un livre de Chantal Delsol intitulé Le populisme les demeurés de l'histoire. Alors, dans le langage politique, le mot populiste, traditionnellement, n'est pas une insulte. Euh, Par exemple, euh, Abraham Lincoln se décrit lui-même comme un populiste. Aujourd'hui, c'est un synonyme de démagogique, d'idiot, et même de nuisible aux classes populaires. Autrement dit, le populisme est contre le peuple. En tout cas, le langage médiatique l'a rendu tel. Le problème, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'événements récents, l'élection de Trump, le Brexit, un certain nombre de succès électoraux de partis dits populistes, qui pourraient faire penser que le peuple est lui-même devenu populiste. Alors, c'est ce que va essayer d'expliquer Chantal Delsol. Le problème que montre d'abord Delsol, c'est qu'en réalité, si les populistes prétendent parler au nom du peuple, les élites le font tout autant. Les élites ne cessent de parler au nom du peuple, et de la manière suivante, d'une manière qui est évidente, c'est que les élites se désignent elles-mêmes comme élites, et donc s'excluent elles-mêmes du peuple. Autrement dit,
ce sont les élites qui inventent dans le discours politique le peuple. Alors, Del Sol rappelle qu'en Grèce, les élites se considéraient comme les quelques-uns, c'était le nom qu'ils se donnaient, qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes, alors que le peuple était désigné comme étant les nombreux, les quelques-uns face aux nombreux. Donc ce sont toujours les quelques-uns qui définissent les nombreux, qui nomment le peuple. Ce sont ceux qui ont le pouvoir qui définissent ce qu'est le peuple. Ce n'est jamais les nombreux qui définissent les quelques-uns, traditionnellement. Et il faut prendre ça au sérieux, c'est-à-dire que le pouvoir, avoir du pouvoir, c'est être capable de nommer, c'est être capable de donner un nom à un événement. Celui qui reçoit ce nom, celui qui subit ce nom, n'a pas de pouvoir. C'est peut-être cela, au sens propre, le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, ce serait d'abord un pouvoir de nommer, de donner un nom, et ainsi d'imposer une réalité à ceux qui reçoivent ce nom. Je reviendrai sur un certain nombre d'exemples. Mais pour n'en donner qu'un pour le moment, vous avez plusieurs institutions, par exemple le Media Lab du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Vous avez également des think tanks qui gravitent autour du forum de Davos, qui ont pour mission, qui ont pour but, et en fait on les finance pour ça, d'imposer ce qu'on appelle des éléments de langage, des expressions toutes faites aux grands groupes de presse. Par exemple, il y a 20 ans, le Media Lab a inventé l'expression diversity, diversité, pour parler en réalité du phénomène communautariste aux États-Unis. Nommer les choses d'une certaine manière, c'est les voir d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qui va caractériser les nombreux d'après les élites, d'après les quelques-uns? Il y a 3 caractéristiques majeures. Premièrement, l'attachement à l'intérêt particulier. Le peuple est égoïste, d'après les élites. Il est incapable de penser à l'intérêt général. Deuxième caractéristique, il est incapable de penser sur le long terme. En fait, il est trop pauvre pour se projeter dans l'avenir. C'est exactement ce que dit Platon à plusieurs reprises dans son œuvre. Et troisième caractéristique, on l'a vu également chez Platon, il y a trop de multiplicité, il y a trop de
différence au sein du peuple pour qu'il ait une unité politique. Donc, intérêt particulier, courte vue et multiplicité. Multiplicité désordonnée. Ouais. Il y a, étant donné que chaque individu au sein du peuple va défendre ses intérêts particuliers et que ces intérêts particuliers ne sont pas ceux de son voisin, en réalité, ils sont incapables d'avoir le sens de l'intérêt général et donc ce principe d'unité qui fonde le peuple. Vous n'avez pas le peuple, vous avez tel groupe d'intérêts, tel groupe d'intérêts, tel groupe d'intérêts. Les intérêts, je ne sais pas moi, du peuple, du petit peuple de la Creuse ne sont pas ceux du petit peuple de la banlieue de Villeurbanne, etc., etc. Chacun a ses intérêts et pour les élites, chacun est rivé à ses intérêts. Ok. Je ne dis pas que c'est vrai là. Là, j'assume temporairement le discours élitiste, d'après Chantal Delsol. Alors, l'homme du peuple est ce que l'on appelle en grec, et je pense que vous allez voir la fortune que ça va avoir en français, l'homme du peuple est un idiotesse. Un idiotesse. Alors évidemment, idiotesse, ça a donné idiot. Mais qu'est-ce que cela veut dire, idiotesse en grec? Cela veut dire quelqu'un qui est attaché à l'intérêt particulier. C'est ça, être idiot pour euh, l'élite des cités grecques et en particulier d'Athènes. C'est pour ça que les philosophes grecs, pour la plupart, il y a une exception qui confirme la règle, les philosophes grecs méprisent le travail manuel et ils méprisent ceux qui effectuent ce travail manuel. Pourquoi? Parce que le travail manuel n'est pas théorique, il n'est pas dans la généralité, il est dans le cas particulier, en permanence. Donc celui qui travaille de ses mains, il est incapable de se hisser au niveau des idées générales, il travaille le particulier, en permanence. Platon va penser ça, Épicure, qui n'a jamais travaillé de sa vie, va évidemment penser ça. La plupart des stoïciens vont penser cela. Il y a une exception qui confirme la règle, c'est Aristote. Et Aristote est peut-être de tous les penseurs grecs le plus démocrate de tous. Pour Aristote, les plus savants et les plus riches ne doivent pas forcément diriger, alors que c'est une évidence pour tous les autres. Pourquoi? Parce que la technique et la maîtrise de la technique a à voir avec la politique. Il faut justement gérer des cas particuliers en politique. Bon, il ne faut pas être dans les idées générales pour Aristote. Et donc, la richesse et le savoir, la science en particulier, ne sont pas des gages de bon gouvernement.
mais pour les autres, il y a un mépris du peuple et des travailleurs qui est flagrant. Et en fait, euh, c'est une méfiance qui, euh, qui se justifie puisque la plupart des tyrans, que ce soit en Grèce ou que ce soit à Rome, le premier des tyrans, plutôt le dernier des tyrans, c'est Jules César. Ce sont des gens qui viennent le plus souvent de l'aristocratie, mais qui vont se faire passer pour des chefs du Parti populaire, qui vont être portés au pouvoir par et avec l'appui du peuple. Et au fond, le point le plus important qu'il faudrait retenir de la critique que Platon peut faire, mais ce n'est pas le seul, il y a Xénophon aussi par exemple, euh, à l'encontre du peuple, la critique la plus marquante, la plus convaincante aussi, à l'encontre du peuple, c'est que le peuple est incapable, mais il est structurellement incapable de se projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que pour être capable de penser sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, il faut avoir les moyens financiers de pouvoir réfléchir sur la longue durée. Quand on est occupé à survivre par son travail, on a les yeux rivés sur le présent et pas sur l'avenir. Donc l'homme du peuple, c'est l'homme du présent, alors que l'élite se voit comme, euh, d'une certaine manière, le peuple du futur, les hommes du futur. Et Platon euh, pointe ici quelque chose qui n'est pas sans mérite, qui n'est pas sans vérité. Pour faire de bonnes lois, il ne faut pas gouverner dans l'instant. Il faut avoir une perspective. On pourra reprocher à certains gouvernements, je ne pense évidemment pas au nôtre qui est parfait, de réagir systématiquement dans l'instant, de faire des lois tous les 15 jours. Okay, à chaque gouvernement, on se fait une petite réforme de l'éducation nationale. Non, évidemment, ça n'arrive pas en France. Bien sûr que non. Je le dis si jamais une autorité gouvernementale tombe sur cette vidéo. Alors, la question qu'on va devoir se poser, c'est celui du rapport au langage, celui du rapport au discours. Donc, c'est ce que va examiner Del Sol dans la deuxième partie de son ouvrage. Alors, on va revenir à ce que c'est que le logos pour les Grecs. Le logos pour les Grecs, c'est le discours rationnel, le discours philosophique. Et en quoi va consister le logos? On voit ça très bien chez Platon notamment. Le logos va consister à prendre du recul sur son opinion, sur les idées qu'on a reçues, sur la doxa. Vous vous rappelez? La doxa, c'est l'opinion prémâchée, hein, c'est le propos de comptoir de bar. Et donc, il faut bien comprendre
que le logos, ce n'est pas la vérité. C'est plutôt un effort pour parvenir à la vérité, mais cet effort est permanent. Donc, l'élite philosophique, mais aussi politique, c'est peut-être ce qui va différencier l'Antiquité de notre époque. L'élite ne prétend pas savoir la vérité. L'élite ne prétend pas maîtriser complètement ce que c'est que la vérité. En revanche, ce que prétend l'élite en Grèce, c'est de chercher à connaître la vérité, de s'efforcer à critiquer leurs opinions, leurs intérêts particuliers, pour parvenir à la vérité. Et ce que l'élite reproche aux nombreux en Grèce, c'est justement d'être incapable de faire cet effort, pour diverses raisons qu'on a déjà vues. Donc, retenez simplement ceci, le logos pour les Grecs, c'est d'abord et avant tout l'effort pour s'affranchir des idées reçues et de ses intérêts particuliers. C'est un effort, c'est un horizon. Aucun philosophe, justement, ne prétend détenir la vérité. Il prétend faire un maximum d'efforts pour chercher à la découvrir. Alors, il va y avoir un changement profond de ce qu'on pourrait appeler le logos avec la modernité, et en particulier avec la philosophie des Lumières. En allemand, pardonnerez mon accent, Aufklärung. Ça c'est un R. Pour les Grecs, premier point, le bien que vise le logos, c'est le bien de la cité. Okay. Le bien que vise le logos, il faut le noter, c'est le bien de la cité. Ce n'est pas le bien en soi, ce n'est pas le bien universel. Or, à partir des Lumières, la philosophie occidentale va prétendre parvenir au bien universel. Et à un bien qui pourrait s'imposer politiquement à tous les pays civilisés, et même à ceux qui ne sont pas encore civilisés. Et au fond, ce que va dire Del Sol, c'est que ce n'est pas l'idiotesse qui a changé, c'est l'universel auquel il se compare. Avant, la politique consistait à rechercher ensemble ce qu'est le bien commun. Maintenant, ça va consister à imposer par le droit un bien universel. C'est l'idéologie des droits de l'homme qui va naître avec la Révolution française.
Et ce bien universel, ce n'est pas une espérance, c'est un objectif à atteindre, et dont on est persuadé qu'il est atteignable. C'est l'idée d'un progrès inéluctable vers le bien, un progrès irréversible vers le bien, une idée qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle, sous sa forme politique. Et c'est ça qui est intéressant à constater. C'est que avant le logos, c'était un effort pour penser contre la doxa, autrement dit le discours philosophique, c'était un effort pour penser contre le préjugé, contre l'opinion. Okay. Désormais, dit Del Sol, c'est le logos qui est devenu la doxa. Autrement dit, c'est le bien universel qui s'incarne dans le progrès, dans le droit de l'homisme, qui est devenu la doxa, l'opinion commune qu'on ne peut pas contester du discours philosophique. Et évidemment, l'idéologie des idéologies, en ce moment, c'est l'idée que la mondialisation n'a que des effets bénéfiques. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, dans le contexte de la mondialisation, ce sont les classes populaires occidentales qui souffrent le plus. Alors, je ne vais même pas vous parler des gilets jaunes, mais à mon avis, c'est un phénomène qui est très important. Je voudrais vous parler d'un livre dont je ne sais pas s'il a été traduit en français, je l'avais lu en anglais quand il était sorti. C'est Good Art, c'est ça. C'est un livre de 2017, qui date d'il y a 3 ans. Donc, dans The Road to Somewhere, littéralement, vous pouvez me le traduire, la route vers quelque part, mais quelque part avec, si j'ose dire, un grand cul. Il y a un écrivain, un politologue qui s'appelle David Goodhart, qui est aussi un journaliste, qui va tenter d'expliquer la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. C'était il y a 4 ans, c'était en 2016. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette victoire, c'est que personne, littéralement personne, ne l'avait vu venir. C'est peut-être cela qui est le plus intéressant dans la victoire de Donald Trump, c'est le choc que ça va produire dans à peu près toutes les rédactions médiatiques, enfin toutes les rédactions, toutes les salles, toutes les newsrooms des grandes chaînes de télévision. Personne n'avait vu venir cela. Et en fait, ce que Goodhart montre, c'est que la carte électorale américaine, et je pense que si vous avez suivi un petit peu les dernières élections, on retrouve le même phénomène en fait. Euh,
qui vote progressiste aux États-Unis? Ce sont les milieux sociaux qui bénéficient le plus de la mondialisation. Autrement dit, ce sont les grandes villes. Ce sont en particulier les grandes villes qui sont près des côtes, et tout particulièrement l'Est la Nouvelle-Angleterre en gros, jusqu'à New York. Toutes les grandes villes, dans n'importe quel État, qu'il soit républicain ou démocrate. Et le hub de la mondialisation aux États-Unis, c'est évidemment la Californie. Mais dès que vous vous éloignez des métropoles, autrement dit, dès que vous allez dans les campagnes, dans les banlieues pavillonnaires, où il y a de plus en plus de chômage, où il est de plus en plus difficile de trouver un emploi, eh bien vous allez voir le vote populiste augmenter. Donc, c'est beaucoup plus une question sociale qu'une question encore raciale, le vote et la séparation du vote aux États-Unis pour Goodhart. Et ce que montre Goodhart, c'est que l'enracinement des milieux populaires, son attachement au somewhere, au quelque part, c'est pas de la fermeture d'esprit, ce n'est pas de l'idiotie. Pourquoi? Parce que quand on est riche aujourd'hui, on est fluide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on est en contact en permanence, enfin, dès que les frontières rouvriront, mais on est en contact en permanence avec des individus qui viennent d'autres grandes villes du monde. On se déplace soi-même beaucoup. Toutes les grandes écoles aujourd'hui proposent un stage, et même parfois imposent un stage à l'étranger. C'est Londres, c'est New York, c'est d'ailleurs de moins en moins l'Europe, c'est de plus en plus l'Asie, Singapour. J'ai un certain nombre d'amis qui ont fait Hong Kong, qui ont fait Pékin, c'est Dubaï, évidemment. C'est toutes les grandes places financières du monde. Et c'est surtout des gens qui ont d'importants réseaux dans toutes les grandes capitales mondiales. Quand on est bien intégré à la mondialisation par son capital, on a des amis à New York, on a des amis à Londres, on a des amis à Francfort, etc., etc. Les élites sont souvent plurilingues, minimum bilingues, français-anglais. C'est d'ailleurs ridicule, pour ne pas dire consternant, mais Sciences Po Paris propose plus de la moitié de ses cours en anglais maintenant. C'est même pas la peine de faire semblant qu'on n'est pas colonisé par les Américains. Maintenant, on parle anglais dans les facs françaises. Pourquoi? Parce que on considère que les sciences-pistes français ne vont pas faire carrière en France, qui vont être ramenés à bouger à l'étranger, et la langue franche de la mondialisation, c'est l'anglais. C'est pas encore le chinois pour le moment, c'est pas encore le mandarin, ça le sera probablement vu le déclin américain, mais c'est très significatif, si vous voulez, qu'on décide d'imposer dans certaines administrations françaises d'ailleurs, à Bercy notamment, l'anglais comme langue officielle. Vous savez que depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Bah, la langue officielle de l'Union européenne, c'est toujours l'anglais. Oui. C'est la langue de la mondialisation, c'est la langue des élites mondialisées. Et au fond, on parle beaucoup de diversité dans ces milieux-là, mais il y a une diversité qu'on ne rencontre jamais, c'est la diversité sociale.
évidemment. Il y a des Afro-Américains, il y a des Asiatiques, il y a des Indiens dans ces milieux très connectés à la mondialisation, mais il y a peu d'enfants de paysans et il y a peu d'enfants d'ouvriers. Or, ce que montre Goodhart, c'est que quand on est pauvre, partir de chez soi, prendre le risque de s'ouvrir au monde, c'est risquer de mourir, tout simplement. C'est risquer de disparaître. Quand on est fragile économiquement, euh, la famille, les réseaux de solidarité proches, géographiquement proches, mais aussi, on pourrait dire, culturellement proches de nous, sont les seuls moyens de survivre. Et donc, on peut considérer que c'est de la fermeture d'esprit, mais c'est surtout de la nécessité économique. Il faut rester somewhere. Il faut rester quelque part. Ce sont les quelques-uns s'opposent toujours aux nombreux, sauf que maintenant, les quelques-uns, ce sont les anywhere, alors que les nombreux sont les somewhere. Résultat des courses, maintenant, vous avez un renversement de situation. Vous avez, on a l'impression que la démocratie s'est retournée contre le peuple. Et il y a deux symptômes de cela, électoralement, vous devez le savoir. Qu'est-ce qui caractérise les élections dans les démocraties occidentales maintenant? Un phénomène qui est marquant, et de plus en plus marquant. Vous intéressez un peu à la politique? Un minimum quand même. Qu'est-ce qui caractérise n'importe quelle élection en France? Les municipales notamment. Pour des raisons diverses, mais une raison de fond quand même. Ok, on va essayer un truc. Est-ce qu'Emmanuel Macron a remporté la majorité des voix, plutôt la majorité des électeurs au second tour de l'élection présidentielle? Non. Il y avait tellement d'abstention, que en vote net, alors que Emmanuel Macron a une nette avance sur Marine Le Pen, il ne remporte pas, en fait, il n'y a pas une majorité d'électeurs français qui a voté pour lui. Donc, premier phénomène qui montre que la démocratie occidentale est en crise, c'est l'abstention. L'abstention est massive. Et pourquoi l'abstention est-elle massive? Parce que l'électorat populaire, et en particulier dans l'électorat populaire, il n'y a que les vieux qui votent, les vieux et les riches, de plus en plus. Ceux qui arrivent à la citoyenneté ont l'impression que de toutes les manières, ils ne seront pas entendus. C'est pour ça qu'ils arrêtent de voter. Ils se sont convaincus, et peut-être pas à tort, que de toutes les manières, ça ne servait à rien. Et le deuxième phénomène marquant de ces dernières années, c'est le retour d'un style politique, voire de certaines orientations politiques qui faisaient, si vous voulez, le Front National faisait 4-5% au début des années 80. Maintenant, il est quand même, en l'espace de 20 ans, 2 fois au second tour d'une élection présidentielle. Boris Johnson était quelqu'un qui était ultra marginal dans le Parti conservateur, il est Premier ministre britannique. Donald Trump était un clown qui organisait des combats de catch à la télévision, il a fini à la Maison Blanche. Et donc on voit apparaître un certain nombre de leaders, émerger aussi un certain nombre de leaders qui étaient totalement marginaux 40 ou 50 ans avant. Je reviendrai là-dessus avec vos camarades la semaine prochaine.